Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors on va rapidement passer sur un ensemble d'événements qui se sont produits ce week-end, et Dieu sait qu'il y en a eu un certain nombre. D'abord on va commencer par l'impensable. Ce week-end, dimanche soir, a eu lieu la célèbre cérémonie mythique des Oscars, cette fameuse récompense du cinéma américain. C'est sans doute aujourd'hui, à l'échelle internationale, la cérémonie qui met à l'honneur le cinéma, qui est la plus regardée et la plus prestigieuse. Paillettes, strass, stars. Et qui plus est, étant donné que c'est une anthologie, c'est aussi une retransmission télévisée qui est réglée au millimètre près. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune chance qu'il y ait de l'improvisation. Certes, il y a eu parfois certains acteurs, certaines personnalités qui se sont amusés à faire de l'improvisation. En règle générale, tout dépend de la teneur et du contexte. Certains ont amusé la galerie, d'autres un peu moins, et punition ultime, n'ont jamais été réinvités depuis. Mais depuis quelques années, et surtout ces 2-3 dernières années, les Oscars ont été soumis à une crise identitaire. Une crise identitaire, pourquoi? Tout simplement parce qu'évidemment, les Oscars ont été aussi victimes de tout l'élan, de toute la tendance, de la diversité, de tous les phénomènes de genre, bref, forcément, les Oscars se sont politisés. Et politisé à plusieurs titres, puisque même un certain nombre de films ont reçu parfois des récompenses, c'est-à-dire que les récompenses qui ont été données sont très clairement des récompenses pour satisfaire la politique ambiante. Et donc, par conséquent, très très vite, beaucoup de détracteurs, beaucoup de critiques ont commencé à allumer l'Académie des Oscars comme étant devenue désormais une succursale idéologique. Ce qui, évidemment, a commencé à déranger un certain nombre de studios qui se sont dit que finalement, peut-être qu'aujourd'hui, les Oscars sont peut-être morts. Néanmoins, ça reste quand même une anthologie en matière de cinéma et en matière de récompense, même si, d'une manière générale, un peu d'ailleurs comme les Césars, très rapidement, on a vu débarquer une sorte de politique qui avait tendance plutôt à récompenser le film d'auteur plutôt que des films populaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus vulgairement les blockbusters. Et donc, l'année dernière et l'année d'avant, les Oscars avaient énormément perdu en audience. Parce que, soyons clairs, la retransmission des Oscars, c'est aussi au même titre que le Super Bowl aux États-Unis, c'est que l'espace publicitaire ne se négocie pas au prix normal. On peut même dire que c'est parfois des records pour la minute de diffusion en matière de publicité sur ce genre d'événement. Et donc, par conséquent, nous sommes aux États-Unis, et tradition oblige, c'est que pour 5 à 6 minutes de programme, vous avez un espace publicitaire. Exactement comme le football américain. Car inversement, au rugby ou au football en Europe, ou quand vous jouez 2 fois 45 minutes, vous jouez 45 minutes. C'est-à-dire qu'on n'entrecoupe pas de pause de 5 minutes ou de 6 minutes. Eh bien, dans le football américain, oui. Quand vous regardez un match, si plus est un match qui est retransmis, eh bien, si vous assistez par exemple à un match de football américain dans une petite école, université, etc., oui, vous allez avoir un match complet. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'arrêt, etc. Alors que quand c'est des matchs qui sont retransmis à la télévision, eh bien, vous voyez les joueurs en train de commencer la partie pendant 5-6 minutes, et au bout de 5 minutes, hop, ils s'arrêtent. Pendant 5 minutes, 6 minutes, parce qu'il y a des publicités. Eh bien, les Oscars, c'est la même chose. Donc, c'est véritablement une cérémonie qui est réglée comme du papier à musique, et encore plus vrai quand, depuis maintenant quelques années, comme je vous l'ai dit, on y a intégré de l'idéologie, de la diversité, des droits civiques, des problèmes BLM, des problèmes LGBT, etc., etc., etc. Bref,
tout ce qui concerne la diversité des minorités. Sauf que malheureusement, la pandémie a fait perdre énormément d'audience. On se souvient de cette cérémonie complètement ubuesque où il y avait quasiment personne dans la salle, voire littéralement personne dans la salle, et qu'en fait il y avait une retransmission avec des vidéoconférences. Ce qui n'avait aucun sens puisque, comme je vous le dis, la cérémonie des Oscars, c'est un spectacle. Or, si le spectacle, il n'y a pas de public, l'alchimie ne fonctionne pas. L'année dernière, ils ont essayé de rassouplir un petit peu les mesures, ils ont été faire les Oscars dans la gare de Los Angeles. Gare de Los Angeles, qui est plutôt moins connue des cinéphiles, puisque c'est une gare qui a souvent été utilisée dans le cinéma, que ce soit les films de Michael Bay, ou que ce soit dans le Blade Runner de Ridley Scott. Sauf que là encore, les audiences sont catastrophiques. Et plus on avance dans le temps, plus les audiences sont catastrophiques, et plus évidemment, il est difficile de vendre l'espace publicitaire au même prix qu'on le vendait il y a quelques années. Donc cette année, eh bien, il fallait mettre le paquet, c'est-à-dire redonner véritablement ce sens du spectacle, des paillettes et des strass. Et là-dessus, c'est plutôt réussi, puisque enfin, on a enfin une cérémonie dans un lieu, dans une salle, avec des gens, pas de masque, etc. Donc là, on a retrouvé un petit peu l'esprit du show à l'américaine. Même si finalement, cette année, encore une fois de plus, un certain nombre de films ont été récompensés. Alors je crois que Dune a remporté 7 Oscars, je crois. Et Chris Campion a été célébrée meilleure réalisatrice pour son film de Dog, je ne sais plus quoi. Et c'est Coda qui a reçu l'Oscar du meilleur film. Si vous ne savez pas, Coda, c'est ce film. C'est l'histoire d'une personne sourde qui veut devenir chanteuse, etc. Et vous me dites, mais c'est bizarre, j'ai déjà vu ça quelque part. Et vous avez raison, car en fait, ce Coda n'est ni plus ni moins que le remake américain du film français que voici. Je crois que c'est le truc du bélier ou quelque chose comme ça. Et évidemment, comme ça parle d'un film sur la différence, sur l'acceptation, sur le courage, sur la ténacité de vouloir faire quelque chose qui ne correspond pas à votre handicap. Hein, c'est comme si un aveugle exigeait d'avoir le droit de piloter un avion, ou de conduire une voiture, par exemple. Parce que là, évidemment, une personne sourde peut parfaitement chanter, elle en a le droit. Mais voilà, après, c'est une question de talent. Sauf que le problème, c'est que malheureusement, quand on impose tout d'un coup l'idée que vous avez le droit et la liberté d'eux, ça ne veut pas dire que vous êtes compétent. Ça ne veut pas dire que vous avez le talent pour le faire. Sauf que malheureusement, aux États-Unis, comme il y a une certaine culture de l'hypocrisie, même des gens qui s'aventurent, qui s'improvisent, vouloir être ce qu'ils veulent être, et bien malheureusement, il y a souvent des gens qui disent « Oh, c'est magnifique ce que tu fais, ouais, c'est formidable, c'est magnifique », alors qu'en réalité, non, ça ne fonctionne pas. Je vous rappelle cette petite anecdote que j'ai eue il y a plusieurs années de cela. J'ai réalisé un clip d'entreprise où des personnes avaient tout simplement repris la chanson de Michael Jackson, Beat It. Ils avaient changé les paroles pour adapter évidemment les paroles à la promotion d'un nouveau produit, etc. Sauf que la personne, qui était une jeune afro-américaine tout à fait sympathique, avait donc fait l'enregistrement de la musique pour pouvoir ensuite réaliser le clip. Sauf que la première fois que j'ai entendu la chanson, tout d'un coup je me suis dit, mais elle chante faux. Elle chante incroyablement faux. Sauf qu'apparemment j'étais le seul, ou alors peut-être que les autres s'en rendaient compte, mais, comme je vous l'ai dit, dans cette culture de l'hypocrisie, toutes les personnes disent « Oh, c'est génial, putain, tu chantes vachement bien, ouais, c'est génial, tu as une super belle voix, etc. » Alors que non, pas du tout.
Et voilà comment ça fonctionne aux États-Unis. C'est pour ça que des fois, ils perdent énormément de pognon parce qu'ils n'ont pas les couilles à un moment donné de dire aux gens non, ça va pas, ça marche pas, ça va pas, ça fonctionne pas. T'es pas fait pour ça. T'as pas le talent de. Ou alors il va falloir que tu travailles. Ou je sais pas, prends des cours. Mais non. C'est d'ailleurs sur ce principe que se sont construits un certain nombre de téléréalités. The Voice, l'Amérique a incroyable talent, qui est la version française, c'est pas Graines de Star, mais je ne sais plus, oui, la France a un incroyable talent, un truc comme ça, qui est la version en fait de American Got Talent ou British Got Talent, qui est une franchise. Vous avez toutes ces personnes, ces anonymes qui s'improvisent chanteurs, alors qu'en réalité, non. Mais comme je vous dis, le problème c'est que si déjà dans leur famille, il y a une hypocrisie de leur dire oui, c'est génial, t'es fait pour ça, tu chantes super bien, etc., alors qu'en réalité non, et bien le jour où ces gens-là se retrouvent en face de vrais professionnels et que les professionnels leur disent non, arrête, stop. Mais si, je chante bien. Non, 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 tu chantes pas bien. Tu chantes pas bien, tu chantes faux, et puis t'as pas une voix exceptionnelle. Parce que tu peux très bien chanter, mais tu peux très bien ne pas avoir une voix particulière, qui fait que justement, certaines stars ont réussi à percer dans le métier parce qu'elles ont un timbre de voix, parce qu'elles ont une façon de chanter, parce qu'elles ont des intonations, parce qu'elles arrivent même à créer leur propre musique, leur propre dialogue, leur propre chanson, etc. Alors qu'il y en a, non. Eh bien, malheureusement, dans le cinéma, c'est pareil. Nous connaissons des vedettes du cinéma qui n'ont jamais été exceptionnelles, qui ont été des produits, qui ont été des images, qui sont même devenus des icônes. Alors qu'en réalité, en matière de jeu, en matière d'acting, c'est pas ça. C'est bien, mais sans plus. Il y en a qui sont bien meilleurs. J'ai même, moi, rencontré des fois des amateurs, des acteurs amateurs qui étaient nettement mieux que certains acteurs professionnels. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a certaine hypocrisie. Ajoutez là-dessus tout le marketing qu'on peut construire autour d'une personnalité parce qu'elle est bien foutue, parce qu'elle est photogénique, ou parce qu'elle a une cotation de sympathie. Et c'est d'ailleurs le même truc sur les réseaux sociaux. Je veux dire, tous les influenceurs, etc., sont des ersatz, ce sont des apparats, ce sont des décorums. Parce qu'en réalité, le jour où ces personnes, tout d'un coup, parce qu'on les a, évidemment, on a profité de leur célébrité, on a profité de leur notoriété pour derrière mettre des produits, pour mettre de l'influence, pour mettre de la mise en avant. Et tout d'un coup, ces personnes-là, on leur dit, bah tiens, si tu faisais du cinéma, ou tiens, si tu faisais de la musique, ouais, pourquoi pas, à condition, soit tu as le talent, déjà inné à la base, ou alors t'apprends le métier. Or malheureusement, il y a des gens, et c'est comme ça d'ailleurs que malheureusement, à coup de marketing, vous arrivez des fois à vendre un produit et non pas un artiste. Je veux dire, quand vous voyez, si vous connaissez Squeezie par exemple, qui a sorti son album il y a quelque temps maintenant, quand vous écoutez l'album, bon, c'est pas mal, mais ça casse pas la patte d'un lapin, d'un canard. Mais parce que c'est Squeezie, parce que c'est la star des influenceurs YouTube, alors qu'à côté, vous avez des gens qui ont le succès, mais qui est un succès mérité, parce que derrière, il y a véritablement un travail, il y a véritablement un talent. Je prends l'exemple d'Alexandre Astier, par exemple, avec son Camelot, voire même ses spectacles qu'il a fait. Je veux dire, le mec, il est sur tous les plans. Il est le scénariste, il est l'adaptateur, il est le réalisateur, il est même le compositeur des musiques, il est le metteur en scène. Donc le mec, il a véritablement un éventail de compétences
qui sont indiscutables. Ce qui n'est pas le cas de certaines grandes célébrités, de grandes stars. Genre Madonna, par exemple. Madonna est un produit. Souvenez-vous, quand elle a commencé à devenir star, etc., le premier concert, moi j'avais eu l'occasion de voir son premier concert qu'elle avait fait, je ne sais plus lequel c'était pas un des premiers concerts, c'était je crois le Who's That Girl, ça me fait quelque chose comme ça. Mais sur scène, c'était une catastrophe. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait même pas à placer sa voix correctement. On sentait que... Donc, forcément, avec le temps, il y a eu des retours, des critiques qui ont bien quand même fait constater qu'il y avait un problème. Donc là, il a fallu qu'elle prenne des cours, qu'elle travaille sa voix, etc. Et après, en effet, là, ça a pris un petit peu plus d'ampleur. Mais on a quand même réussi à vendre une Madonna qui, dans un studio, avec des bons mixages, arrivait à faire des bons titres, mais en concert, c'était une catastrophe. Donc tout ça pour revenir aux Oscars. Donc les Oscars, c'est aussi ça. C'est la glorification de l'image, la glorification d'un patrimoine, je dirais, mercantile, commercial, alors que il y a des gens qui mériteraient beaucoup plus de recevoir ces distinctions, de recevoir ces récompenses que ceux qu'on est en train de récompenser, et le plus souvent par complaisance idéologique. Parce qu'il faut de l'inclusion, parce qu'il faut de la diversité, donc on va récompenser les 2/3 à des Afro-Américains. C'est ce qui s'est passé il y a quelques années, je crois, où on a récompensé toute une flopée d'Afro-Américains, alors que parmi eux, il y en avait certains. Non. Donc, vous voyez, les Oscars, ce fut une cérémonie, paillettes, strass, légendaire, mythique. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu patiné, qui est devenu commercial, qui est devenu très m'as-tu vu, surtout au vu aujourd'hui de la situation économique, la géopolitique mondiale, etc. Donc, évidemment, on vous dit oui, il faut bien se changer un petit peu les idées de tous ces problèmes, etc. Sauf que cette année, il s'est passé un truc quand même assez énorme. Vous en avez entendu parler. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que vous vivez dans une caverne. Arrive sur la scène Chris Rock. Alors Chris Rock, c'est un Afro-Américain, acteur, à l'origine un comédien de stand-up. Pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé, il faut savoir qu'aux États-Unis, l'humour noir américain est un humour qui est assez proche de l'humour européen, parce que c'est un humour qui n'hésite pas parfois à être caustique, voire même un humour énormément basé sur la vanne. Principe de la vanne que l'on connaît aujourd'hui dans certains milieux, dans certaines catégories sociales, etc. Sauf que le problème, c'est que, comme en Europe, comme en France, vous avez des gens qui savent utiliser la vanne avec talent. Comme d'autres savent énormément vanner, mais sans se rendre compte que leur vanne dépasse, à un moment donné, une limite, une valeur morale, une respectabilité, et que leur vanne n'a pas la notion de faire rire ou de plaisanter sur une personne, mais volontairement la blesse, l'humilie. À partir du moment où cette frontière est dépassée, là c'est plus de l'humour. Eh bien aux États-Unis c'est exactement pareil avec un humour afro-américain qui est, je dirais, peut-être en grande partie, alors, je ne dis pas que c'est que les Afro-Américains, il y a aussi des Blancs, des Asiatiques qui sont des stand-up, qui font du stand-up qui est parfois aussi très caustique, hein. Parfois il y en a même certains qui vont relativement loin. Si vous en voulez un qui est aujourd'hui une légende dans ce domaine, qui malheureusement nous a quittés, c'est Roger Carlin, qui était
un humoriste assez caustique. Il y en a un autre aussi mais qui est un petit peu disparu parce qu'il a été mêlé dans une affaire, je crois, récemment, qui lui aussi était assez caustique. Donc voilà, vous avez un certain nombre d'artistes blancs qui utilisent ce principe du stand-up, parfois de façon caustique. Mais d'une manière générale, chez les Afro-Américains, c'est beaucoup plus courant, c'est beaucoup plus usuel. Et donc Chris Rock fait partie donc de ces acteurs, de ces comédiens, parce qu'il a fait du cinéma par la suite. Alors certainement vous vous souvenez que si vous avez vu L'Arme Fatale 4, eh bien il jouait dans ce film-là, et récemment il a joué dans un spin-off de la série, de la franchise Saw. Et donc il entre en scène et voilà, on met l'animation, on met l'ambiance, etc. Et à un moment donné, il commence à plaisanter sur le fait que parmi les nominés, il y a un acteur et une actrice qui finalement sont en réalité des couples à la ville. En l'occurrence, Xavier Bardem et Penélope Cruz, qui sont nommés, pas dans le même film, mais qui sont nommés quand même. Et à un moment donné, il dérape sur Will Smith, mais surtout sur la femme de Will Smith, sur Jada Smith. Jasmine, vous l'avez certainement vu, puisqu'elle a joué aussi dans un certain nombre de films, dont Matrix. Et ça fait depuis plusieurs années qu'ils sont ensemble. Ils sont mariés, qu'ils ont des enfants, puisque l'un même, les deux enfants, je crois, leur fils et leur fille, aujourd'hui, ont des carrières un peu houleuses, pour certains. Et c'est surtout que depuis quelques années, enfin il y a quelques années, c'est un couple qui a eu, à un moment donné, une période difficile. Mais voilà, leur couple est resté, ils sont restés mariés. Alors maintenant, est-ce qu'ils sont véritablement un vrai couple ou est-ce que c'est un couple d'apparat? Ça, avec je vous dis, personne, je m'en fous royalement. Mais le fait est, c'est que Jada Smith aux États-Unis a monté il y a quelques années une émission, un talk show, mais qui est un talk show un peu particulier, qui est un talk show où là, il n'y a pas de langue de bois. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout dans l'aspect très hypocrite, très complaisant de la culture américaine. Même si dans les contenus, évidemment, ça reste politiquement correct. Sauf que cette émission a généré certaines jalousies. Est-ce qu'il y a une conséquence de cause à effet vis-à-vis de Chris Rock? Je ne pense pas. Mais c'est important de bien situer les personnages. Pour ce qui concerne Will Smith, pas besoin de vous le présenter. Et à un moment, donc, il dérape il glisse sur les Smiths, et il se trouve que Jada Smith a le crâne rasé. Et à un moment donné, Chris Rock fait une plaisanterie en lui disant « Jade, je t'adore, etc. C'est quand tu veux pour G.I. Jane 2. » Alors G.I. Jane, c'est ce film. C'est le film de Ridley Scott dans lequel, à l'époque, jouait donc Moore, je ne me souviens plus de son prénom, mais qui est une actrice qui a été une actrice importante des années 90, et qui, à l'époque, avait fait un petit peu le buzz, parce qu'elle s'était rasé le crâne pour le rôle. Et donc Chris Rock a fait ce lien entre la femme de Will Smith et, évidemment, ce film, en plaisantant, en disant tu es prête pour faire le rôle de G.I. Jane 2. Sauf que, à un moment donné, on voit Will Smith, qui est dans le plan, et qui rit, mais qui sourit. Et Chris Rock continue sa lancée, mais très rapidement, tout d'un coup, il s'est passé. Will Smith monte sur scène, s'approche de Chris Rock, et Chris Rock se dit peut-être qu'il a quelque chose à vouloir, il veut peut-être rentrer dans le jeu, etc. Et à un moment donné, patatras, la baffe. Mais une bonne baffe. À partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose de très important. Alors évidemment, le public américain, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas de direct. Il y a toujours un décalage. C'est-à-dire même un direct, en réalité, vous avez 10 à 15 secondes de décalage, parce que justement, aux États-Unis, il faut pouvoir, à un moment donné, censurer un propos.
mais censure un propos, c'est-à-dire par exemple, s'il y a un fuck ou motherfucker, ou quelque chose comme ça, ou un mot qu'il ne faut pas dire à la télévision américaine, eh bien, il faut laisser le temps en régie, à un moment donné, soit de muter le mot, soit de mettre le fameux bip, pour cacher le mot, pour occulter le mot à l'audition du spectateur. Donc, toutes les émissions aux États-Unis, même les émissions sportives, ont toujours un décalage de 10 à 15 secondes. Cet aspect technique étant établi, évidemment, le public américain a vu la baffe. Mais ça a été coupé. En revanche, en Europe, on a vu ce qui s'est passé par la suite. C'est-à-dire que par la suite, évidemment, on a eu un Chris Rock qui essaye de se reprendre, qui essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il s'est pris une baffe. C'est hyper violent. Surtout à la télévision américaine, surtout pendant la cérémonie des Oscars. Et on voit donc Will Smith repartir à sa place, et à un moment donné, Will Smith, et là par contre les spectateurs américains n'ont pas vu ce passage. Bon, ils l'ont vu plus tard, parce qu'évidemment sur Internet, le passage a été republié, et dit en anglais Keep the name of my wife in your fucking mouth. C'est ce qui veut dire ne prononce plus jamais le prénom de ma femme dans ta putain de bouche. Ce qui est un propos. Alors ce qui est assez amusant, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce passage, la preuve en est qu'il n'a pas été diffusé lors du direct, c'est qu'il n'y a pas de bip. Parce que on entend bien Will Smith dire fucking mouth. Et ça, alors certains diront c'est un excès. Peut-être que Will Smith n'était pas forcément dans de bonnes conditions, peut-être qu'il y a des événements qu'on ne connaît pas et que finalement Will Smith a fini par péter un plomb. Le fait est, c'est que cette image, elle est symbolique. Elle est symbolique pourquoi ? Premièrement, parce qu'elle révèle que finalement, quand on dit que il faut de tout pour faire un monde, et que tout, ça veut dire aussi bien du bon comme du mauvais, et que finalement, même au sein d'une communauté, qu'on a vendue pendant des années par le processus BLM, comme étant une communauté solidaire et unie, tout d'un coup, on voit un black foutre une torgnole à un autre black. Et pas n'importe lesquels. C'est Will Smith et Chris Rock. Qui plus est, à la cérémonie des Oscars. Donc je peux vous dire que là, sur les réseaux sociaux, évidemment, ça c'est la déferlante. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, pendant peut-être 24 heures, la guerre en Ukraine a complètement disparu des réseaux sociaux. Même la présidentielle 2022 française pour les réseaux sociaux francophones, bon, là maintenant, ça y est, ça s'est tassé, mais quand même. Deuxième chose, c'est que ça arrive pendant les Oscars. Donc, comprenez bien que ça veut dire que même aujourd'hui, une cérémonie telle que les Oscars, qui a déjà des difficultés depuis quelques années, eh bien là, on a vu carrément les mailles se fissurer. C'est-à-dire une cérémonie qui est réglée comme du papier à musique, où rien ne doit dépasser, où rien n'est improvisé, qui doit relater une image positive, avec des stars, des sourires, des accolades, des je t'aime de partout. Tout d'un coup, on a un comportement qui vient émailler le décor parce que c'est un comportement humain. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'humain vient de ressurgir dans un des environnements les plus sacralisés du spectacle, du show, de l'image, de la réputation, du rêve. Le rêve, pendant quelques secondes, s'est complètement effondré. Car tout d'un coup, la réalité humaine est venue entacher, émailler l'une des cérémonies les plus symboliques
de ce que l'on veut vendre au public, aux spectateurs. Je rappelle, c'est une cérémonie qui, contrairement aux Oscars, aux BAFTA, aux British Awards, etc., c'est une cérémonie qui est mondialement diffusée dans le monde. Donc vous comprenez bien que là, l'image de carte postale, comme on pourrait dire, de l'Hollywood, de ce monde qui essaie de vendre du rêve, qui essaie de vendre du monde virtuel, et bien tout d'un coup, pleuve. Est-ce que ça va entacher la carrière de Will Smith? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que Will Smith a une carrière que je dirais exemplaire dans le sens où il a aussi bien ses hauts et ses bas, qu'il a fait aussi bien des grands succès que qu'il a eu des échecs. Je me souviens d'ailleurs de ce film qu'il a fait avec son fils, qui était réalisé par, je ne sais plus si c'était Roland Emmerich qui avait réalisé ce film-là, ou non, c'était Shyamalan. Shyamalan, hein, qui est ce réalisateur qui a fait pas mal de films et qui, depuis Sixième Sens, a eu beaucoup de mal à revenir sur le devant de la scène, a fait des films qui n'ont pas du tout marché commercialement. Et donc ce film-là, d'ailleurs, comme c'est américain, comme c'est des grosses productions, évidemment, ça subit des promotions, des passages télé, etc. C'est important, mais voilà, ça reste toujours dans ce carquois de promotion, de ce qu'on appelle plus vulgairement la promotion, le commercial, hein, c'est-à-dire vanter le produit. Même si vous êtes convaincu que le produit est de la merde, il faut le vendre, il faut quand même le vendre. C'est d'ailleurs là-dessus que beaucoup de productions américaines sont très professionnelles et réussissent parfois à vendre des films dont on sait que les projections tests, les projections tests, c'est quand on a un film qui est monté, qui est terminé, on prend 100, 200 personnes, on leur fait signer une profession de foi, comme quoi ils s'engagent à ne jamais rien révéler sur les réseaux sociaux de ce qu'ils vont voir, et vont donner leur avis sur les films, etc. Et ce qui d'ailleurs aujourd'hui est en train de se faire un petit peu en France, c'est qu'en France, ils font parfois des avant-premières qui ne sont pas publiques, avec des influenceurs. Comme si les influenceurs, c'était une façon pour eux de pouvoir s'assurer que les influenceurs vont dire du bien du film. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certains influenceurs, plus particulièrement cinéphiles, etc., qui ne sont jamais invités, parce que eux veulent garder leur indépendance, et veulent pouvoir avoir la liberté de dire si le film est bien et pas bien, etc., selon évidemment leur propre critique. Donc voilà, ça c'est pour les petites anecdotes. Donc c'est pour ça que ce film-là de Will Smith avait été vendu comme un gros film, etc., mais finalement, aujourd'hui, il y a le phénomène du bouche à oreille qui est impardonnable, enfin qui est inévitable, qui est véritablement le couperet du succès d'un film. C'est-à-dire que les gens qui vont voir le film le premier week-end vont très très vite aujourd'hui sur les réseaux sociaux dire si ce film est bien, pas mal, c'est intéressant, ou si au contraire c'est de la merde. Et c'est ça aujourd'hui le risque qu'ont les producteurs, c'est de se dire que un film avec lequel ils pourraient faire éventuellement un succès et pouvoir peut-être le rentabiliser, etc., même si eux-mêmes sont convaincus que le film est une merde, eh bien les réseaux sociaux risquent très fortement parfois de massacrer les chances du film de faire son petit succès. Car en effet, c'est une réalité aujourd'hui dans le cinéma, il y a beaucoup de films qui il y a 20 ans auraient certainement fait plus de succès, auraient eu plus de rentabilité que ce qu'ils n'ont pu faire aujourd'hui à cause des réseaux sociaux, à cause de l'Internet. Puisque très rapidement, le bouche à oreille fonctionne de façon grand V, contrairement par le passé, quand on n'avait pas forcément Internet, où là, c'était des critiques de télé, de radio, c'était des presse spécialisées, mais le temps que tout ça se mette en place et soit accessible auprès du spectateur, auprès du public, en général, le film avait des chances quand même de réussir à faire son petit succès. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que certains films, finalement, qui devaient être à l'origine pour les salles de cinéma, finalement, tout d'un coup, finissent sur des réseaux streaming. Sauf que quand vous voyez le film en réseau streaming, c'est là que vous dites, oui, en effet, voilà, le film est sympa à voir en streaming, mais dans une salle de cinéma à 15 € la place, non. Donc,
pour Will Smith, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de conséquences. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris son geste, même si certains, évidemment, encore se rattrapent à la corde, qui vous disent, mais enfin, la violence ne résout rien. Et c'est là le truc le plus symbolique de cet événement. C'est que tous ces gens qui vous disent que la violence ne résout rien, alors, certes, mais que quand vous poussez trop loin le bouchon, comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo sur les quartiers, les voyous, la délinquance, etc. Quand tu pousses le bouchon un peu trop loin, ou si tu pousses le bouchon trop loin, par méconnaissance, tu commets l'erreur d'offusquer, d'humilier, de faire une marque de non-respect envers une personne, eh bien tu ne pourras pas te protéger derrière le fait de dire « Ah, pas de violence, la violence ne résout rien ». Mais non, un jour, tu vas t'en prendre une. Et ça rejoint exactement le second sujet de cette vidéo. Le second sujet, c'est attention, alors attention. Des gens au Trocadéro, au meeting de Zemmour, ont crié « Macron assassin ». Mon Dieu. Si vous avez vu comment les médias ont fait monter la mayonnaise sur ce propos, ça veut dire qu'en réalité, ils sont dans le désarroi de voir que Zemmour a réussi à rassembler énormément de monde au Trocadéro. Et que par conséquent, ils n'ont pas trouvé de petits détails, ils n'ont pas trouvé de petits individus, de petites minorités, de petits tarés, de petits nazis, prêts à lever la main. Donc ils ont été chercher, alors certainement quelqu'un a dû le dire, ou plusieurs personnes ont dû dire Macron assassin. Et on fait un paquet cadeau pour vous vendre un scandale. Sauf que très rapidement sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent attendez, si vous considérez que dire Macron assassin dans un meeting de Zemmour, c'est une honte, c'est innommable, c'est horrible, c'est violent, c'est vulgaire. Que dire de ce que des gens officiels, célébrités, disent de Zemmour, jusqu'à parfois même des propos qui sont des incitations à la haine, des incitations au meurtre. Seulement ça, que dalle. Il y en a qui ont été même jusqu'à mettre en comparaison le meeting du Trocadéro de Zemmour et le meeting de Marseille de Mélenchon. En disant oui, mais vous regardez à Mélenchon, pareil, il y a autant de monde chez Mélenchon que chez Zemmour. Je dirais même il y a plus de succès chez Mélenchon que chez Zemmour. Oui, sauf que quand on voit les images, on se rend compte que chez Zemmour, il y a beaucoup de drapeaux bleu, blanc, rouge. Alors évidemment, le drapeau bleu, blanc, rouge, aujourd'hui, pour certains, c'est synonyme de fascisme, de nazis, de souverainisme, de populisme, d'extrême droite et tout le tralala. Alors forcément, oui, chez Mélenchon, il n'y a pas autant de drapeaux bleu, blanc, rouge. On peut dire que même, on peut peut-être les compter sur les doigts de la main. En revanche, il y a des drapeaux LGBT, il y a des drapeaux palestiniens, il y a des drapeaux algériens, il y a des drapeaux... Oui. Eh bien, ces deux images qu'on met en comparaison, je vous invite à bien les regarder parce que ça, c'est la France de demain. C'est la France post-élection 2022. C'est-à-dire une France patriote et une France libertaire, progressiste. Sauf que le problème, c'est que l'ultralibéralisme, le capitalisme, l'élite, les mondialistes, les globalistes, à votre avis, dans quel camp ils sont? Pour quel camp ils travaillent?
Là, la question, elle est intéressante. Moi, personnellement, je vais vous dire, Mélenchon, s'il finit au second tour, c'est qu'on a raté quelque chose au passage. C'est qu'il y a un détail dans le fonctionnement même du système qu'on a loupé. Et qui nous décontenance de nous dire comment ce mec est arrivé au second tour. Alors attention, je ne juge pas le contenu. Mélenchon, il a dans son programme des choses intéressantes, sur lesquelles il peut y avoir débat, sur lesquelles il y a des choses qui se défendent. Certainement, à mon avis, des choses qui se défendent bien plus que chez Pécresse, chez Hidalgo, même Macron. Sauf que le problème de Mélenchon, c'est que Mélenchon, il ratisse un peu tous les râteliers, il ratisse un petit peu de la complaisance dans du communautaire. Et en plus de ça, le problème, c'est qu'au niveau financement, alors en effet, on nous a assuré que le programme de Mélenchon tient debout. Ben oui, il tient debout, sauf que fiscalement, comme la plupart des gens n'y connaissent rien, ils ne se rendent pas compte que finalement, Mélenchon, bah lui aussi, il est une option de destruction de la France. Sauf que la destruction de la France par Mélenchon, c'est l'exacerbation des colères et des haines intercommunautaires, c'est la destruction économique, c'est l'amoindrissement, alors non pas par des lois liberticides, mais pousser les Français à se taper dessus les uns sur les autres. Zemmour, je vous l'ai déjà dit, ça peut éventuellement être pareil, mais à l'inverse. C'est que là, ce sont les minorités ou la diversité qui va forcément prendre plein la gueule. Mais c'est très intéressant de voir comment les médias, finalement, ou certains médias, ont été relativement hargneux de se rendre compte que finalement, la réunion du Trocadéro a été un succès. Alors après, le contenu, les propos, la politique, les propositions de Zemmour, ça c'est un autre débat. Là, je vous parle sur l'impact populaire. L'impact populaire de Mélenchon, on le sait, c'est essentiellement et en grande majorité des urbains. Alors que Zemmour, il y a des chances qu'il tape à la fois l'urbain, mais surtout la France profonde. Et je pense que le premier tour va être révélateur de ce qu'est réellement la situation, de ce qu'est réellement l'opinion française. Mystère, mystère, ça sera la surprise. Et enfin, pour terminer, évidemment, je ne peux pas passer à côté de l'Ukraine. On a Biden qui a fait son petit tour des popotes en Europe, qui a fait son petit propos, qui a fait ses petites sensations, qui a lancé ses petites punchlines. Mais le problème, c'est que Zelensky, aujourd'hui, qui d'un coup nous balance qu'il faut absolument boycotter Renault, qu'il faut boycotter Auchan, parce qu'il continue à commercer, continue à avoir des activités avec la Russie, etc. Il y a un moment donné où on se pose la question, mais qui est l'ennemi dans la question? Est-ce que c'est Poutine ou est-ce que c'est les Russes? Parce qu'à l'allure où vont les choses, ou à l'allure où on voit les dénonciations, on voit les lancements de colère, de haine, etc., on a l'impression qu'en réalité, on essaie de vouloir faire monter la haine du Russe. On l'a vu. Combien aujourd'hui de célébrités, combien d'artistes, on en est même jusqu'à aujourd'hui, limite interdire les œuvres d'un patrimoine culturel russe, musical, pictural, philosophique, littéraire. Alors que, excusez-moi du peu, mais en matière de qualité patrimoniale, les Russes ont certainement beaucoup plus à donner que les Américains. Donc j'ai envie de dire, est-ce que quelque part les Américains aujourd'hui ne sont pas en train d'essayer de retourner leur veste et de faire en sorte que l'Europe soit en détestation de la Russie, mais de la Russie en tout et pour tout?
est-ce que c'est pas un signe? Est-ce que c'est pas un signe qu'il y a péril en la demeure? Est-ce que ce n'est pas un signe que l'économie mondiale, ou tout du moins l'hégémonie des empires occidentaux, sont en train de se cramer les ailes? Sauf que le problème, c'est que la Russie n'est pas isolée. La Russie a des alliés. Qui plus est, la Russie a un voisin, et non des moindres. Que Poutine annonce que désormais, les Européens qui sont encore en commerce ou en affaires avec la Russie vont devoir payer en roubles leur énergie. Comme par hasard, hop, on a vu le rouble tout d'un coup augmenter. Pour l'instant, peut-être qu'il va redescendre, on n'en sait rien. Alors il y a quand même, dans l'histoire, et là je tire mon chapeau, au PDG d'Auchan. En effet, le PDG d'Auchan, donc la chaîne de grande distribution, qui se trouve en Russie, a dit et décidé de garder son activité en Russie et de garder ses magasins ouverts. Et sa raison, eh bien j'ai envie de dire, elle devrait en donner une leçon à plus d'un. C'est sous-entendant que c'est pas parce que Poutine décide de faire la guerre en Ukraine qu'il faut blâmer, qu'il faut punir le peuple russe. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. C'est que en supprimant, en boycottant, en arrêtant, en suspendant des activités commerciales dans la société russe, dans l'économie russe, on condamne le peuple russe. Alors je sais, certains vont me dire oui, mais c'est normal puisque c'est une politique occidentale stratégique qui a souvent été utilisée pour essayer de pousser les peuples à se retourner contre leurs dirigeants. C'est une tactique de la CIA qu'elle a déjà appliquée dans des pays d'Amérique latine, dont récemment le Venezuela nous en est un très bon exemple. Sauf que le problème, c'est que l'impact, si vous faites ça sur des sociétés en grande partie, avec une partie du peuple occidentalisé, consumériste, en effet, ça peut peut-être marcher. Sauf que, on a affaire ici à un peuple qui a, tout du moins, encore quelques générations, connu les restrictions, connu l'Union soviétique, connu les années 90. Et ce peuple-là, ou tout du moins cette partie du peuple russe, sait pertinemment que soit Poutine reste au pouvoir et trouve un moyen de rétablir la situation, ou alors Poutine est dégagé, mais dans ce cas-là, il y a de très fortes chances que l'Occident fasse en sorte de placer son petit pion, et que dans ces conditions-là, eh bien, la Russie va replonger dans une crise majeure, comme elle l'a connue dans les années 90. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, ou qui ne savent pas, dans les années 90, l'effondrement économique, la ruine sociale qu'a connu le pays, a provoqué pauvreté, a provoqué des famines, bref, bilan, 5 millions de morts. Ça, évidemment, c'est pas BFM, c'est pas LCI, c'est pas TF1, c'est pas France Télévisions qui vont vous rappeler cette période. Et que le fait de rappeler cette période pourrait éventuellement faire comprendre que parmi le peuple russe, eh bien, il y a des gens qui soutiennent Poutine. Parce qu'ils savent que si Poutine n'est plus là, la Russie va être dépecée. La Russie va être détruite. Alors certes, évidemment, vous trouverez toujours des Russes dans les grandes villes, que ce soit Moscou, Saint-Pétersbourg, Volgograd, ou je ne sais quelle autre grande ville encore, qui trouveront toujours une bonne raison de dégager Poutine. Mais attention, ce sont des urbains. C'est exactement le même problème que vous avez en France, avec ceux qui sont encore prêts à voter Macron. La majorité, je dirais 90% des macronistes, sont des urbains. Et qui plus est, des urbains aisés. Eh bien, en Russie, c'est pareil.
Vous avez aujourd'hui parmi des Russes aisés qui voudraient pouvoir profiter d'un peu plus de liberté sur le plan économique, de pouvoir bénéficier d'une totale politique ultralibérale, mais qui ne peuvent pas mettre en place ou qui ne peuvent pas bénéficier à cause de Poutine. Donc eux ont tout intérêt à dégager Poutine, puisque eux seraient alors dans les bonnes affaires et dans les bons petits papiers des empires occidentaux. Contrairement à 80% de la population russe qui, elle, va être sacrifiée. Alors attention, ce que je vous dis là, ce n'est pas des raisons, ce n'est pas des arguments pour justifier l'attaque de l'Ukraine. Je dis simplement, c'est que quand on entend les discours de certains pro-ukrainiens, quand on entend Zelensky, on a envie de leur dire, mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez qu'on entre dans la guerre ? Vous voulez qu'on mette le pied en Ukraine et qu'on boute le russe hors d'Ukraine ? Mais vous savez que si jamais on met le pied en Ukraine, si jamais des militaires américains, français, allemands, belges, polonais, d'une coalition quelconque, commencent à tuer des Russes, des soldats russes, à votre avis, Poutine, il va dire « ouais, ok ». Et continuer la guerre comme ça ? L'escalade. Donc vous avez aujourd'hui des gens qui sont pro-Zelensky, Zelensky qui passe un peu partout dans tous les parlements des démocraties européennes, etc., pour faire pleurer dans les chaumières. Sauf que son discours, c'est un discours pro-Troisième Guerre mondiale. Et vous vous rendez compte que le discours de Zelensky, qui est un discours pro-Troisième Guerre mondiale, est applaudi par des représentants du peuple. Donc quand je vous dis grand reset, complotiste, bien sûr. Donc tout ça pour vous dire que oui, la guerre en Ukraine, c'est pas bien. Oui, Poutine a commis l'erreur d'attaquer l'Ukraine, c'est pas bien. Même si, encore une fois, si on adopte un discours un peu avec du recul, on se dit que cette guerre, elle était inévitable, on l'attendait même depuis 8 ans. Parce qu'à force de voir la situation de l'Ukraine sur le plan de sa population, sur le plan de ses cultures, le clash était inévitable. Et que si Poutine n'était pas intervenu, tôt ou tard, on aurait été témoin d'un massacre, d'un génocide contre les Ukrainiens russophones. C'était inévitable. Donc que ce soit l'un dans l'autre, de toute façon, la guerre c'est ignoble, la guerre c'est horrible, et que de toute façon, force est de constater que malheureusement, c'est une situation qui planait depuis des années. Et d'ailleurs, cette situation, elle plane dans d'autres pays, mais dont d'ailleurs, vous remarquerez que les médias ne s'y intéressent pas. On va vous parler évidemment de la Géorgie. On va vous dire, la Russie a attaqué la Géorgie et occupe aujourd'hui des territoires qui appartiennent à la Géorgie. Oui, sauf que le problème, c'est que la Géorgie, c'est le même problème que l'Ukraine. C'est qu'il y a des problèmes ethniques, des problèmes culturels, où vous avez des populations qui sont le résultat du brassage de 70 ans de communisme, qui aujourd'hui sont des gens qui appartiennent à ce pays, mais qui sont considérés comme étant des minorités, et des minorités que certains nationalismes, que certains populismes, que certaines idées néo-nazies ne veulent pas voir traîner, exister dans ces pays. Je vous invite à reviser un petit peu l'histoire du Rwanda entre les Tutsis et les Hutus, pour que vous compreniez bien que ce qui se passe dans certains pays africains, eh bien c'est à peu près la même chose dans certains pays, qui plus est des pays européens. Alors, évidemment, si vous avez un pouvoir fort qui impose de dire vous êtes tous des citoyens, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre culture, quelle que soit votre ethnie,
Donc, vous allez vivre ensemble. Et le premier que je vois en train de commencer à taper l'un sur l'autre, etc., hop, on s'occupe du problème. Tout le monde en tôle. Seulement, évidemment, ce genre de pouvoir, c'est un pouvoir fort. Et c'est un pouvoir que dans nos petits pays occidentaux, on traite de dictature. C'est le problème. C'est encore plus le problème quand en France, comme je vous l'avais expliqué, nous avons en France un principe fondamental que nous sommes un peuple unique et indivisible. C'est-à-dire que nous respectons, nous autorisons, nous avons la liberté de cultiver les traditions régionales, certains patois, certaines langues régionales, etc. Mais elles ne prémouvent pas, elles ne priment pas au-dessus de la République. La République est au-dessus de tout, quel qu'il soit, qui que ce soit. Ce qui n'est pas vrai dans certains pays voisins. La Belgique, l'Espagne, etc. Je vous en ai déjà parlé. Et donc, évidemment, nous avons des fragiles du haut en France qui viennent geindre contre la façon dont, dans certains pays, certains dirigeants, certaines personnes gèrent la population de leur pays. Mais ils sont complètement abstraits, complètement à la côté de la plaque de la compréhension de ce qui se passe dans ces pays. Eux, ce qu'ils voient, c'est le fondamentalisme même des droits de l'homme, etc. Oui, sauf que le problème, c'est que les droits de l'homme, c'est bien gentil, mais il y a certains pays où, malheureusement, ça ne peut pas fonctionner, en tout du moins dans l'état actuel. Ce qui est encore pire, c'est que, même si dans l'Ukraine, on considère qu'il y a 90% de la population qui n'en a rien à foutre, que vous soyez ukrainophone ou russophone, vous êtes ukrainien. Mais qu'à cause d'une petite minorité d'individus qui ont décidé que l'Ukraine doit être ukrainophone, qu'il n'y a qu'une ethnie qui a le droit d'être en Ukraine, que ceux qui ne sont pas des purs Ukrainiens doivent s'en aller. Et que ces gens-là, on leur donne un pouvoir, infime, mais pouvoir quand même. Et qu'au fil des années, ce pouvoir commence à prendre de l'ampleur. Et qu'au fil des années, par intérêt politique, les idées nationalistes commencent à prendre de l'ampleur. Mais, attention, prendre de l'ampleur. Comme je dirais même en France, qui est capable aujourd'hui de déterminer combien de Français sont pro-Zemmour, pro-Le Pen, pro-Macron ou profondément de gauche? On n'en sait rien. À la limite, ce sont les urnes qui sont le plus symboliquement la preuve, la démonstration de cette capacité, de cette répartition d'opinion des Français. Eh bien, il y a certains pays où le processus démocratique pourrait en effet avoir ce même effet, ce même impact. Le seul problème, c'est que là où nous défendons le droit aux minorités, eh bien, dans certains pays, tout d'un coup, on se rendrait compte que les minorités, eh bien, elles pourraient ne plus être des minorités puisqu'elles seraient génocidées, déplacées, en exode, virées, éliminées. Mais ça, non, ça ne fonctionne pas dans l'esprit de beaucoup de gens. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple. Souvenons-nous du Rwanda, entre les Hutus et les Tutsis. Que des processus, même avec, je dirais, une sorte d'impact occidental pour essayer de dire, bon, on est là, on va pacifier le pays, donc maintenant, c'est à vous de travailler pour... Sauf que malheureusement, par exemple, la France, elle n'a pas choisi le bon camp. Parce qu'elle a voulu défendre un camp qui était brimé, génocidé par l'autre camp. Donc elle a voulu protéger un camp, sauf que le camp qu'elle a protégé a profité de la position de la France et de ce qu'elle a porté pour elle-même génocider l'autre. Donc quand vous êtes en face de cette situation, c'est quoi la solution? La solution, c'est d'installer un régime fort, voire une dictature, qui va faire en sorte que
on pacifie toutes les ethnies, toutes les minorités, etc. Et que le premier qui commence à foutre le bordel, hop, on l'arrête en tôle. Ouais, mais c'est pas... Mais oui, mais malheureusement, vous avez dans le monde des gens, des catégories, des ethnies, des groupes, des tribus, où il y a des antécédents historiques, où il y a des animosités, des haines, que vous ne pourrez jamais, jamais éteindre. Oui, auprès d'intellectuels. C'est d'ailleurs souvent le cas. C'est souvent les instruits, les intellectuels, etc., qui sont les sources mêmes de la pacification, des divergences qu'il peut y avoir entre populations. J'ai même envie de dire, proposons de faire en sorte que l'ensemble de la population, dès les nouvelles générations, soit éduquée, soit acquise à de la culture, pour ouvrir l'esprit et finalement les amener à se dire, tout compte fait, nous sommes tous des hommes. Nous avons différentes origines, nous avons différentes cultures, mais fondamentalement, nous pouvons vivre ensemble. Mais là, on est dans de la science-fiction. Parce que derrière, vous aurez toujours des intérêts qui ne voudront jamais voir des pays pacifiés, voir des peuples unis. Parce qu'un peuple uni, c'est un peuple à un moment donné qui va dire pourquoi est-ce que cette société étrangère est en train d'exploiter notre ressource et en tire le bénéfice et que nous, on n'a que dalle. Pourquoi est-ce que ce sont des compagnies américaines, européennes, françaises qui exploitent nos minerais, qui exploitent notre gaz, qui exploitent notre pétrole, qui exploitent nos terres agricoles et que nous n'en tirons pas le bénéfice puisque ce sont les élites qui sont au pouvoir, qui sont corrompues, qui reçoivent les enveloppes pour garder le pognon et ne pas faire de retombées économiques suffisantes. Alors attention, il y a des pays où en effet ça fonctionne. Il y a des pays où vous avez, comme des gouvernements, des chefs d'État qui font retomber économiquement l'intérêt de l'exploitation de certaines entreprises étrangères, de certaines ressources, etc. C'est un équilibre économique qui fonctionne, mais très précaire, très fragile. Donc vous comprenez que des solutions, il y en a. Le problème, c'est l'ambition. Le problème, c'est l'envie. Le problème, c'est s'armer et avoir le courage de s'opposer à des conflits d'intérêts de multinationales, voire même d'États occidentaux. Je terminerai par cet exemple. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine, il y a un gagnant. Un gagnant à coup sûr. Ce sont les États-Unis. Pourquoi ? Tout simplement parce que les États-Unis viennent enfin d'obtenir ce qu'ils recherchaient depuis très longtemps, depuis même l'époque de la guerre en Afghanistan, qui, je rappelle, la guerre en Afghanistan était un prétexte du fait que ce pays accueillait ou entraînait des djihadistes d'Al-Qaïda, alors qu'en réalité, la guerre en Afghanistan, je le rappelle, est une guerre qui a permis d'empêcher l'Afghanistan de tirer un pipeline du nord vers le sud pour pouvoir alimenter les pays du sud avec l'énergie russe. Eh ouais, les enfants, tout est lié à l'énergie. Sauf que là, avec cette guerre en Ukraine, eh bien pour les Américains, c'est l'occasion rêvée, l'opportunité finalement de remplacer et de piquer les marchés russes en Europe. Sauf que le problème, c'est que au lieu d'avoir un gaz ou un pétrole russe amené par pipeline, qui est nettement moins cher, eh bien on va payer plus cher un gaz qui va être transporté par les Américains, alors qui vient de chez eux, ou qui vient du Qatar, qui vient d'Arabie Saoudite, peu importe, mais le prix, lui, le coût, va être plus élevé. Forcément, votre prix à la facture va être plus élevé. Sauf que le problème, c'est que quand on est dans des sociétés occidentales qui sont aujourd'hui fragilisées sur le plan social, ça va rajouter des problèmes de conflits sociaux importants. Mais les Américains, ils s'en foutent, puisque ça y est,
ils ont enfin signé leur gros contrat très juteux avec l'Union européenne pour compenser les pertes que l'Union européenne va avoir en refusant le gaz et le pétrole russe. Donc vous voyez, tous ces conflits géopolitiques sont très souvent des mascarades. Mais des mascarades où je dirais où il y a des morts, où on tue des gens. Donc advienne que pourra. Mais le fait est, c'est que l'histoire, avec le temps, trouvera toujours à un moment donné des responsabilités. Sauf que même encore aujourd'hui, sur des événements du passé, on fait en sorte de généraliser, d'enrober l'histoire pour ne vendre qu'une version officielle et faire en sorte que le plus grand nombre ne se pose pas les bonnes questions et n'ait pas les bonnes réponses. Sur ce, à très bientôt, portez-vous bien et surtout, bon courage pour la suite.